Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Pittet à Montreux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît? Alors, comme tu as dit, je m'appelle Jérôme Pittet, j'ai 37 ans. Ça fait 3 ans que j'ai ouvert No Limit Squad ici à Montreux. Et en parallèle, je travaille comme électricien. Excellent. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le logo, comment tu l'as trouvé, ce qui signifiait quelque chose de particulier? Alors, le logo, c'est toute une histoire. Enfin, comme un peu tout le début de No Limit Squad, ça s'est fait avec ma copine, avec les moyens du bord. On voulait quelque chose qui mettait en avant tout ce qui était MMA. Donc là-bas, c'était la cage d'MMA avec un No Limit Squad en Word. Et puis, on s'est lancé comme ça. Donc, le logo, ça a été assez simple à trouver. Et au fur et à mesure, on a peaufiné. Et vous avez trouvé le nom après ou vous avez trouvé le nom au début? Un petit peu en même temps, je voulais un petit peu me diversifier par rapport à tout ce qui est fight, boxing, pour changer un petit peu et puis pas me restreindre dans une discipline. Vu qu'au début de la salle, il y avait du MMA, du grappling, de la boxe thaï. Donc, c'était pas juste être Muay Thai ou boxe. Donc, ouvrir au maximum. D'où le no limit au départ? Le no limit pour on n'a pas de limite, on peut se dépasser. Et le squad de l'équipe, vu que je suis assez militaire sur les côtés, c'est quelque chose de carré. Donc ça te représente en fait. Tu Ouais, as vraiment trouvé ton identité dans cette salle, quoi. Le but c'était vraiment, comme sur toute la salle, c'est quelque chose d'assez simple et puré, du noir, du blanc, et puis pas trop de fioritures. Oui, on voit que c'est assez joli. Voilà, je suis pas trop fan des couleurs flashy, donc Okay. De base. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours au niveau sportif? Oui, alors j'ai commencé les arts martiaux assez tard, à 18 ans, quand la majorité m'a permis de faire ce que je voulais. J'étais un petit peu bagarreur quand j'étais jeune. Okay. Mes parents ne voulaient pas que je fasse d'arts martiaux. Ils avaient peur que ça empire. Ah, que ça accentue, alors que souvent on dit que c'est l'inverse. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ne connaissaient pas les arts martiaux de base, donc c'est vrai qu'ils avaient un petit peu peur de ça. Donc j'ai commencé à 18 ans dans un petit club de kickboxing à la Tour de Paix. J'ai fait 2-3 ans là-bas. Et puis j'ai voulu partir un peu en Thaïlande parce que mon but c'était vraiment la boxe thaï. Donc à mes 20 ans, je suis parti 3 mois en Thaïlande. Puis, pour voir un petit peu comment ça se passait, c'était intéressant, c'était rude. Ouais, je me doute. Et puis ça c'est plus ou moins bien passé pardon. C'était combien d'entraînements? C'était toute la journée ou... C'était un peu plus de 4 heures d'entraînement par jour. Le matin, aller courir à 5h30, 10 km. Après, on faisait 1 heure de sac, de la muscu. Et des fois un petit peu des PAO, donc c'est frappé dans des pads. L'après-midi, on repartait à 15h faire 10 km. Ensuite, on faisait des rounds de sparring, donc des combats d'entraînement, 5 rounds de 3 minutes. Après, du sac. Et à la fin, du clinch, c'est du corps à corps avec des coups de genoux. Ok. Donc tous les jours? Tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, c'était repos. Waouh. T'as eu des blessures? Rien de grave, un peu. Des bleus, quoi. Des bleus, des petites ouvertures, des KO. C'est le seul endroit où je me suis mis de KO, c'était en entraînement en Thaïlande. Sinon, c'était intense. Et t'es resté 3 mois? 3 mois, ouais. Quand t'es rentré, qu'est-ce que t'as fait? Quand je suis rentré. Tu t'es dit, tiens, maintenant j'ai atteint un certain niveau. À la base, je voulais au début vivre de ça. Je suis un petit peu un rêveur. Donc je me suis dit, c'est génial, je vais aller vivre la boxe thaï. Puis quand j'ai vu que un combat, on gagnait. À l'époque, c'était pour un étranger qui vient comme ça, c'est 50 francs. Et puis en plus, il y a une partie qui va au club. Puis là, c'est vrai que j'avais fini mon apprentissage quand je suis parti, donc quand même un salaire un peu plus correct. Et de se faire casser la gueule tous les jours pour 50 francs toutes les 2 semaines, je me suis dit, Donc ça m'a un petit peu fait. Ça t'a remis un peu les idées en place. Ça m'a remis les idées en place et puis être un petit peu moins rêveur. Donc en plus, j'avais l'armée quand je rentrais, donc je me suis dit, on va faire ça, puis on verra après. On fait le cursus entre guillemets normal et puis ça, on verra. Exact. Mais t'as continué la boxe? Après l'armée, oui, j'ai continué la boxe. Alors après, j'ai eu des fois des petites blessures. Voilà, c'était un petit peu. Mais j'ai toujours continué jusqu'à ce que je parte un peu dans le MMA. Ok. Donc après, t'as fait du MMA? Après, il y avait
pas vraiment, enfin, dans le club où j'étais, pas énormément de compétiteurs ou de façon de pousser, il fallait aller sur Genève, donc c'est vrai que c'était pas toujours avec le travail facile à concilier. Et bah, j'ai mon beau-frère à l'époque qui avait ouvert avec un autre entraîneur un club de MMA. Je n'étais pas spécialement fan de ça parce que pour moi à l'époque c'était des gens qui faisaient des câlins au sol. Donc, je me dis bon bah je vais essayer. Puis au final j'ai bien accroché. Puis bah c'était surtout un club de compétiteurs donc c'était ce que je recherchais. Donc, après j'ai allié les deux, boxe thaï et MMA. Donc j'ai surtout combattu en MMA. J'ai quand même fait encore quelques combats en thaï et en kickboxing. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient la boxe thaï? L'origine, quel pays, etc. Thaï, royaume s'en doute un peu. du Siam, ça pas, je veux dire, toujours existé, mais voilà, les arts martiaux, le combat, je crois que c'est au 15e siècle, vraiment, ça a été pris par l'armée thaï pour former les militaires. Donc vraiment dans le but militaire. Et au fur et à mesure, ça s'est un petit peu fait comme sport aussi, que tout le monde pratiquait ça. Et puis au fur et à mesure, ça s'est codifié. Ça a même été interdit dans les années 20, puisque voilà, c'était trop violent. C'était vraiment pas sans règles, mais un petit peu. On n'a pas de limite de temps, pas de catégorie de poids, rien du tout. Ça a été interdit, puis c'est revenu, je crois, 15 ans, 20 ans plus tard, avec des règles plus ou moins actuelles. Voilà, un ring, des catégories, etc. Et... Comment t'expliques que la boxe thaï soit vraiment entre guillemets à la mode ou aussi connue? En tout cas, en tant que nom, parce que les gens ne connaissent pas forcément les spécificités, mais... parce que c'est un sport assez quand même, je ne vais pas dire impressionnant, mais voilà, ça fait beaucoup le show. Enfin, maintenant, il y a aussi le MMA qui a pris un petit peu l'ampleur, mais c'était un peu le premier sport vraiment très dur. Avant, il y avait le karaté qui, je crois, au début des années 70-80, c'était le karaté qui était à la mode. Karaté Kyokushin, tout le monde voulait faire, c'était le sport le plus violent. Après, la boxe thaïlandaise qui s'est fait plus connaître, donc c'est devenu le sport numéro 1 que tout le monde voulait faire. Et puis bah voilà, c'est un peu par effet de mode. Mais c'est vrai que c'est un sport qui a aussi beaucoup de bonnes valeurs, de la discipline, le respect. Donc il n'y a pas juste le côté combat, il y a aussi tout l'à côté. C'est vraiment tout ce que ça véhicule voilà, derrière. Quelle est la différence entre les différentes boxes, boxe anglaise, boxe française, boxe thaï? Alors, boxe thaï, enfin, Muay Thai, c'est on va dire l'art des 8 membres. Donc, c'est les coudes, les poings, les genoux, pieds, plus tout ce qui est corps à corps, clinch. Donc, c'est amené au sol, mais c'est pas de la lutte. Donc, c'est vraiment, on peut frapper, balayer. Quand c'est au sol, on se relève et on recommence. On ne frappe que quand on est que debout. Voilà. La boxe anglaise, seulement avec les poings. Boxe française, ça va, c'est poings et pieds. Donc voilà, chaque sport a ses Après, il y a un mouvement qui est différent, je pense, entre les différentes boxes, ou une dynamique différente? Clairement, vu que chaque sport a sa spécificité, en boxe anglaise, on n'a que les mains, on ne va pas se tenir de la même façon. Même chose, même en kickboxing et boxe thaï, qui se ressemblent quand même, enfin, je ne vais pas dire se ressemblent beaucoup, mais voilà, qui ont quand même des grosses similitudes. Rien que le fait de pouvoir agripper les jambes, ça change beaucoup la dynamique. Ouais, visuellement, on n'est pas dans le même. Non, c'est vraiment, c'est vrai que pour les non-initiés, pour eux, c'est la même chose. Ils voient des gens qui se tapent dessus. C'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de règles différentes et du coup, ça change beaucoup le style. C'est quoi les règles de la boxe thaï? Alors, c'est peut-être compliqué à expliquer sans avoir des exemples là. Mais... En gros, on a le droit de frapper sur toutes les parties du corps, à part tout ce qui est l'arrière du crâne, on va dire dans le dos, les parties, parties génitales ou gorge, etc. Le droit de frapper coude, main, projection. Donc c'est assez libre dans la pratique. Après, il y a toujours, c'est comme tout, il y a des règles. Si quelqu'un est compté au sol, il y a des points. Donc, ça reste assez libre sur la façon de boxer. Il y a beaucoup de chaos? Plus on va dans les professionnels, plus il y a de chaos, parce que c'est clair que les gants sont... c'est du 10, donc c'est la taille du rembourrage du gant, et ça frappe quand même fort. Sur les jambes, il n'y a pas de protection. Les coudes, il n'y a pas de protection, donc ça ouvre vite. Les coudes et les jambes, il n'y a pas de protection du tout? C'est qu'à l'entraînement, en professionnel, il n'y a pas. En amateur, il y a. Alors, il y a dans plein de pays, ça existe. Oui, ça existe toujours amateur, mais en boxe thaïlandaise, en Thaïlande, les combats amateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus connu, vu qu'ils commencent dès l'âge de 8 ans des combats, même des fois plus jeunes, ils boxent
Mais là-bas, quand ils s'entraînent avec des protections Oui, ils s'entraînent avec des protections. Ouais. Et vu qu'en Thaïlande, ils combattent une fois par mois ou même des fois un petit peu moins, bah, le but, c'est pas de se blesser en dehors. Déjà, le sport est déjà tellement violent que si en plus, souvent, ils sont plus intelligents que nous, ils s'entraînent de façon plus légère. Enfin, ils tapent fort dans les power, dans les sacs, mais en sparring, ils sont plus soft. Voilà, plus techniques à la plus limite. Technique. De toute façon, ils vont se taper dur. Ici, des fois, c'est compliqué de faire comprendre aux élèves, ça sert à rien de se taper comme des sauvages à l'entraînement. Après, c'est peut-être une notion de quantité aussi. C'est peut-être que là-bas, ils ont tellement plus de quantité qu'ils ont peut-être moins besoin de se défouler aussi. Clairement, ouais. Puis je pense que voilà, sur les Thaïlandais, ceux qui combattent énormément, bah, ils arrivent à mon âge, ils ont 300 combats. Et ici, si quelqu'un a déjà 100 combats, c'est énorme. C'est plutôt peut-être 40, 50. Donc, au niveau de tes élèves, la moyenne d'âge, ça correspond à quoi par rapport à la boxe thaï? Je pense que si on fait la moyenne, c'est environ 25 ans. Mais c'est vrai que moi, les cours adultes commencent à partir de 14 ans, que j'accepte avec les adultes. Puis je crois que plus âgé à 50, j'ai eu un peu plus âgé aussi, mais ouais, c'est 14, 50. Et on peut commencer à tout âge ou... Oui, alors moi je commence avec les enfants à partir de 7 ans. En dessous, après c'était un choix, parce que voilà, je trouve qu'à 7 ans, c'est là où ça commence à devenir intéressant. En dessous, pour moi, je trouvais plus compliqué, mais à des endroits, ils commencent à 4 ans. Moi, voilà, j'ai 2 groupes, 7 à 10 et 10 à 14, puis après, ils peuvent intégrer les adultes. Est-ce que ça les canalise, les enfants? Ouais, par rapport aux appréhensions de tes parents? Alors, maintenant que tu as tout le recul. Alors là, maintenant, j'ai l'impression que c'est l'inverse que mes parents. Ils les envoient à la boxe parce qu'ils en ont marre qu'ils soient trop turbulents à la maison ou ils veulent être cadrés. Ouais. Donc après, ça dépend de tous les enfants. Il y en a, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pas de notre sort, mais oui, vu même pour les petits, ça reste beaucoup du jeu, de la, comment dire, connaissance de son corps, voilà, la coordination, ce genre de choses. Mais il y a quand même beaucoup, voilà, le respect, la discipline. Et puis les parents sont contents qu'il y ait cette partie-là. Ouais, qui défoule. Voilà. Et puis, mais en même temps, tu vas les cadrer. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est au sol, non, on s'arrête. Oui, et puis c'est vrai que voilà, le fait qu'ils aient des tâches bien précises, on doit faire ça. Voilà, je suis assez strict même avec les enfants, puis ça se passe bien. Là, mercredi, j'ai eu la rentrée scolaire, j'en avais 18, de 7 à 10. C'était sport, mais ça a été. 18. Ouais. Garçon, fille? Majoritairement, c'est des garçons. Après, ça dépend. Mais c'est vrai que les garçons aiment un peu plus la bagarre. Ouais, à cet âge-là, les filles, c'est peut-être un peu plus rare. Par contre, dans la boxe thaï, de façon générale, en Thaïlande, il y avait beaucoup de femmes qui... Oui, alors ouais. Du moment qu'on est chez les adultes, même au club, il n'y a pas la parité, mais on dira, en tout cas, je pense 65% hommes et puis 35 femmes. Ouais. Peut-être des fois un peu plus. Ah, c'est pas mal déjà. Non, franchement, ça c'est beaucoup démalisé. Culturellement, ça a toujours été mixte ou Non, je pense que tous les sports de combat, ça reste un milieu assez masculin. Donc, mais ça change au fur et à mesure. Puis c'est bien, ça apporte du sang neuf. Et moi, je suis content quand j'ai des filles. Enfin, si j'ai des compétitrices, c'est bien parce que vu qu'elles sont aussi moins nombreuses, si elles crochent, puis souvent les filles, elles sont un peu plus déterminées que les garçons. Ouais. Quand elles veulent quelque chose, elles y vont, les garçons, un petit peu en dents de scie. Ouais. Petite caractéristique de chacun. Ah oui, c'est ça. Tu as organisé pour la première fois, je crois, l'année dernière, un camp en Thaïlande. Cette année, pardon, 2023. Un club en Thaïlande. Pourquoi et comment ça s'est passé? Alors, depuis, enfin pas depuis toujours, mais depuis mon premier voyage, j'ai toujours voulu un peu faire partager ça aux gens. Maintenant, j'ai mon club, je me dis, c'est le moment un peu de se lancer. Et vu ce que moi j'ai vécu la première fois en Thaïlande, voilà, que c'était assez compliqué, c'était pas spécialement le coach, mais le propriétaire du club, on va dire qu'il n'avait pas la même pédagogie que j'espérais. Voilà, je me faisais insulter tout le temps, et donc déjà que c'était dur physiquement, psychologiquement c'était assez dur. Donc c'est le côté qui m'a pas fait... Tu te faisais insulter parce que tu étais l'étranger qui arrivait c'était la personne qui n'était pas très intelligente. Et puis c'est clair que moi j'étais tout jeune, enfin pas pour eux, puisqu'ils commencent bien avant, mais en soi, vu que je travaillais et que j'avais que 2 ans de pratique,
je donnais, mais voilà, je ramassais beaucoup, surtout. Donc mais comment tu avais trouvé d'ailleurs le club? À l'époque, j'ai réussi à trouver avec Internet. Alors, voilà, il y a 15 ans en arrière, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On n'a pas les réseaux sociaux, les retours et tout ça. Donc, je suis un peu parti. Voilà. Grand rêveur. Voilà, je veux partir, oui, je regarde et j'y vais. Quoi. Exact. Okay. J'avais vu un film à l'époque, c'est Chokdi, c'est un film avec un combattant français qui est justement parti en Thaïlande. Donc, merveilleux, je vais être la même chose. Mais c'est ce que je dis aux jeunes maintenant quand ils voient le film comme Creed, tout ça, puis qu'ils viennent et disent moi je vais être champion du monde. Je dis oui, c'est bien, mais l'écran, on sent pas la douleur. Donc il y a d'autres choses derrière. Je dis allez-y tranquille. Ouais, parce qu'il faut quand même pouvoir l'encaisser, la douleur. Il y a quand même un aspect terriblement mental. Oui, moi c'est ça qui. Le physique, ça se travaille. Voilà, c'est dur, mais c'est plutôt le côté psychologique qui est difficile, surtout quand on s'attend à quelque chose, puis qu'en fait on ramasse une grosse claque. Et qu'on se dit le départ c'est pas bientôt. Ouais, c'est ça. Donc je voulais éviter un petit peu ce retour de bâton pour les gens. Donc on a regardé plusieurs endroits, puis moi j'avais fait mes derniers camps d'entraînement sur Phuket, et vu que les gens prennent des vacances pour ça, donc il fallait quand même que ça soit pas juste de l'entraînement, on part au milieu de la jungle, faire 2 semaines intensives. Je suis pas sûr que ça aurait eu énormément de succès. Du coup, l'île de Phuket, c'est facile, il y a un peu de tout. On est allé du côté de Chalong, qui est un peu, ça reste très touristique, mais moins le côté mauvais, on va dire, de la Thaïlande, les bars, etc. Et puis, j'avais testé un club là-bas, l'année passée justement en repérage. Et puis vraiment super feeling avec les coachs, vraiment un club un peu pure thaï, pas un gros centre avec toutes les disciplines, vraiment que de la boxe thaï, des coachs thaï, la façon thaï de faire. La volonté de partager. Voilà, et vraiment un super feeling. Et quand je suis allé l'année passée, justement, ils avaient l'anniversaire du club, ils nous ont invités alors qu'on les avait vus juste une fois. J'ai pu faire bénir mon Kong, c'est on va dire comme une amulette qu'on met autour de la tête pour les combats en boxe thaï. Donc il y avait un moine qui venait, donc c'était une chouette expérience. Donc on leur a demandé si on pouvait venir organiser ça avec eux. Puis ils étaient contents aussi, parce que ça reste aussi du business. Ah oui, je pense bien. Donc on a organisé ça, on est parti avec 14 élèves là-bas. C'est énorme, non? Franchement, c'était cool. Alors, première fois, on découvre un petit peu les joies des voyages organisés. Mais en tout cas, pour tout le monde, ça a été vraiment une chouette expérience. Des grands retours. Même, je pense, au-delà de mes attentes. Enfin, les gens disent je m'en rappellerai toute ma vie, c'était génial et tout. Alors, pour moi, c'est normal d'aller m'entraîner en Thaïlande, c'est un truc que je faisais régulièrement. Donc, c'était vraiment cool. Après, il y a quand même cette notion de culture, l'atmosphère est différente. Ah oui, s'entraîner à Montreux et s'entraîner en Thaïlande, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Non, clairement. Alors déjà, rien que la chaleur, ça change pas mal. Ouais. Mais non, surtout sur la façon de donner un cours. Voilà, c'est vraiment pas la même chose. C'est pour ça que je voulais qu'ils découvrent ça. Ils parlaient anglais? Ouais, ils se débrouillent en anglais. Oui, ils parlent tous anglais après. Voilà, c'est l'anglais que moi je connais, l'anglais thaï. C'est un mot, le verbe, et puis on s'arrête. Moi je les comprends très bien. Les gens qui parlent parfaitement anglais, des fois ils ont de la peine. Mais il n'y avait pas eu tellement de soucis en fait, parce qu'à partir du moment où on est dans une dynamique, ils arrivaient à communiquer, à partager. Parfois il n'y a pas besoin de parler. Non, franchement, et puis ils sont vachement ouverts, donc non, c'est cool. Au niveau de la nourriture, ça a été? Oui, alors je pense que ça dépend aussi de la fragilité des estomacs. Donc, il y a quand même eu quelques-uns qui ont passé 1 ou 2 jours aux toilettes, mais en soi, ils n'ont pas mangé mal, et puis la nourriture thaï, elle reste très saine. Ouais, à la limite, elle est même plus saine que chez nous. Donc en soi, puis vu la chaleur, le nombre d'entraînements par jour, les gens n'ont pas envie forcément de manger gras ou autre. Donc voilà, c'est des shakes de fruits, le matin, c'est des omelettes, du riz, des nouilles de riz, ce genre de choses. Donc en soi, est-ce que tes élèves ont eu l'impression de manger plus sainement? T'as pas eu de retour par rapport à ça? Alors ils étaient tous heureux de la nourriture, et surtout des shakes de fruits. Ça, je pense que c'est le premier truc qui leur manque, c'est ça. Puis c'est trop bon, la nourriture thaï. Moi, c'est ma nourriture préférée. Est-ce que tu fais partie de ces sportifs qui considèrent que la nutrition a un impact sur ton sport? Ah oui, énorme. C'est clair que moi je suis un gros mangeur, et j'adore la malbouffe.
Donc ça a toujours été difficile à gérer pendant les préparations pour des combats, la perte de poids. Donc c'est vrai que maintenant que je combats plus, j'essaie de faire attention, mais c'est pas facile. Trouver le juste milieu entre plaisir et santé, quoi. Et quand on n'a pas d'objectif de poids à tenir, c'est un peu plus... Là, il y a des catégories de poids. Il y a est-ce que les combats sont mixtes ou est-ce que c'est hommes-femmes séparés? Non, alors des fois pour les enfants et tout petits, vu qu'il n'y a pas vraiment de différence de force, ça peut être mixte. Mais je crois dès l'âge de 14 ans, même un peu en dessous, c'est vraiment séparé. Et puis, parce qu'après, même au même poids, voilà, les hommes ont quand même plus de force, donc ça serait un peu dangereux, donc c'est toujours séparé. Et puis quand vous vous entraînez, par contre, vous mélangez tout le monde ou chacun reste dans sa catégorie? Non, alors, moi, c'est après, à des endroits, certains ont des cours seulement pour les femmes. C'est rare que ça soit seulement pour les hommes, mais uniquement femmes, mixtes. Moi, ici, tous les cours sont mixtes. Puis ça permet à tout le monde d'apprendre à vivre ensemble, de s'entraîner ensemble, de se dépasser. Pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. Puis à la limite de s'adapter aussi aux partenaires, quoi. C'est ça. Puis vu que c'est à partir de 14 jusqu'à pas d'âge, aussi, ça change aussi pas mal. Un jeune de 14 ans n'a pas forcément, ou une jeune de 14 ans, la même force que quelqu'un qui a 30 ans. Donc chacun s'adapte à la personne je ne veux pas dire la plus faible, mais la personne la moins avancée ou la moins forte. Comme ça, tout le monde progresse et puis ça fait du bien à tout le monde. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de progresser et pas forcément de se défouler, quoi. C'est ça, voilà. C'est vraiment important que tout le monde puisse avancer. Et puis grâce à ça, tout le monde évolue, tout le monde devient meilleur et puis c'est parfait. Comme tu l'as dit, quand tu faisais tes entraînements en Thaïlande, il y avait quand même de la course à pied. Donc je ne vais pas prôner la course à pied, tout le monde sait que j'aime beaucoup la course à pied. Par contre, le renforcement musculaire aussi. Est-ce que toi, tu l'inculques un peu à tes élèves? Oui, alors c'est pour ça que quand j'ai ouvert le club, j'ai fait la partie, tout ce qui est arts martiaux, c'est très axé sur la technique. Il y a toujours un petit peu quelques pompes, des abdos, un petit peu de choses, mais c'est principalement de la technique. Et à côté, je découvre tout ce qui est cross-training, pour la préparation physique, pour le renforcement, parce qu'on ne peut pas être, on va dire, un combattant ou même faire un art martial sans faire de conditionnement physique. Et pour les compétiteurs, c'est indispensable. Les gens ont tendance à l'oublier. Oui, c'est clair que pour eux, ils viennent faire du sport, donc c'est inclus dedans. Mais bien sûr, quand on travaille, on va quand même gagner en masse musculaire, mais ça reste pas spécifique. Comme je dis souvent, il faut pouvoir encaisser. Donc le problème pour moi des sports de combat de façon générale, c'est que la technique, évidemment que c'est hyper important, mais les gens y vont pour des fois se défouler, ils travaillent la technique, mais ils oublient de travailler le physique, et après ils se blessent. Et ils vont dire, mais j'ai un bon physique. Oui, tu as un physique de combattant, mais en même temps, il faut entraîner sa musculature pour pouvoir encaisser les coups, quoi. Ah, c'est sûr, c'est indispensable. Et pour les gens qui viennent juste faire du sport comme ça, je ne peux pas leur obliger de faire du renforcement et du conditionnement physique, mais pour les combattants, ils n'ont pas le choix. Les jours, c'est obligatoire, et puis de toute façon, ils le sentent bien. Il y a beaucoup de combattants ou par rapport à tes clients à l'heure actuelle? Non, ça reste quand même la plus petite partie. Là, actuellement, qui combattent, j'en ai 3, 4. Donc, le club est aussi assez jeune, donc c'est vrai que ça prend quoi, 2 ans? Ouais, on va faire la 3e année là, mais bon, vu qu'il y a eu quand même avec Covid. On va dire 2 années pleines. Donc il est très très jeune. Oui, mais ça va. Je suis content. J'ai eu un champion suisse en boxe thaï. Là, les 2 qui ont fait tout championnat suisse en kickboxing sont les 2 premiers de leur catégorie. Donc pour l'instant, les résultats sont plutôt pas mal. Je suis content. Après, tu vas avoir les munitions de ces champions qui sont dans le club, qui vont partager avec les autres. C'est toujours. Il faut faire du conditionnement, il faut ceci, il faut cela. C'est toujours ce qui est difficile quand de ne pas perdre ses combattants ou qui restent, ou sinon ils ont envie d'arrêter ou autre. Après, ça fait partie, c'est le jeu. Mais c'est vrai que quand on passe énormément de temps, c'est vrai que les combattants, j'ai quasiment 1 heure chaque soir qui est spécifique avec eux, plus le reste du temps qu'on prend pour eux, pour les combats. Donc c'est vrai, c'est un gros investissement
sur les combattants, donc ça fait toujours un peu mal au cœur quand on les voit partir. Après c'est le jeu, des fois, c'est la vie aussi. Ah oui, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des combattants, aussi rien que pour le club, les gens savent qu'il y a la possibilité de combattre, il y a des résultats. Donc, Après, quand un combattant extérieur passe devant et il se dit tiens, est-ce qu'il peut rentrer et venir s'entraîner? oui, alors on a eu le cas avec un ancien combattant de l'UFC qui était à Montreux pour l'UFC, c'est une grosse organisation de MMA qui était passé, je ne sais plus pourquoi il était sur Montreux, et puis il avait avec son manager ou autre, il demandait s'il pouvait venir s'entraîner, donc ils sont passés, on a fait quelques petits rounds de sparring légers, ils ont fait un peu, et puis c'était génial. Ouais, ça fait plaisir. Donc, ouais, ils ont partagé un petit peu, les gens, ils étaient super impressionnés de voir quelqu'un, puis très gentil, donc non, c'est... Ouais, c'est le principe du partage des sports de combat. Ouais. C'est pas que combattre, quoi. Non, clairement. Après, des fois, on doit aussi mettre des limites. Quand des gens nous disent, ouais, on veut venir juste pour faire des combats d'entraînement, je dis oui, mais moi si je connais pas la personne, enfin, voilà, je veux aussi, le but c'est quand même protéger mes membres, mes élèves. On sait jamais, on connaît pas les gens. Le but c'est pas de faire venir n'importe qui pour qu'ils se fassent taper dessus. Voilà. Moi c'est pas ma pédagogie. Les gens qui veulent se taper dessus, ils s'entraînent dur. Et après, quand ils sont prêts, on va faire des combats. Il y a beaucoup de blessures? Non, alors, il y en a quelques-unes, mais ça reste assez rare. Après, c'est des petits bobos, des bleus, ou voilà, ça arrivait, un nez cassé une fois à l'entraînement, des petits trucs. Des petits dérapages. Ouais, après, beaucoup, plus à l'époque en MMA, parce qu'il y avait beaucoup de. Moi, je me suis luxé une épaule, des gens se retournent un peu le genou, des choses comme ça, parce qu'il y a des clés, il y a des mouvements, mais en boxe, c'est assez rare, c'est plutôt du choc. Ouais. Surtout que si vous avez des protections, oui. Et puis que vous dosez un petit peu l'impact. Voilà, ça arrive toujours. J'ai eu un élève, une fois que c'est pris un KO à l'entraînement, voilà, c'est le coup de pied qui passe au moment, ça arrive, c'est un sport de contact. Ouais. Mais voilà, en 3 ans, sur les centaines de sparring qu'on a fait, ça arrive. Il n'y a pas eu grand-chose. Non, franchement, ça reste... Chez les petits, comment ça se passe? Pour les sparring? Ouais. Alors, sur les tout petits... déjà, ils sont pas tout le temps réguliers, donc c'est assez difficile de préparer ça. Quand même, il y a quand même l'aspect sécurité qui rentre. Si je les ramène avec des cocards aux parents, je suis pas sûr qu'à 8 ans ils apprécient. Donc ça reste vraiment ludique sur la technique. Les plus grands, c'est jamais obligatoire. Il y en a qui n'ont pas envie parce que ils viennent juste se défouler, taper dans le sac, faire un peu de technique. Et ceux qui ont envie, de toute façon, c'est protection, le casque, et c'est toujours dosé. Je suis toujours là pour éviter qu'il y ait... pour essayer de calmer un petit peu quand ça... Le but, ça reste de la technique. Et vu qu'à cet âge, entre 10 et 14, il y a quand même des différences assez flagrantes au niveau du poids, de la force. Donc le but, c'est... Et quand vous travaillez la technique, tu la travailles à chaque fois à 2 au sac ou Ça dépend. Ça dépend un peu du nombre d'élèves, aussi de l'avancement des élèves. Si je vois qu'ils sont vraiment tous débutants, je vais les mettre plus au sac, comme ça c'est un peu plus facile. J'essaie un peu toujours de varier. Au début, un petit échauffement, un peu de technique, après un peu de sac, se défouler aussi à la fin, parce que c'est aussi, faut qu'ils s'amusent aussi, et puis que je les ramène aux parents tranquilles. Les enfants, ça dure combien de temps? C'est 1 heure. Ok. Et les adultes? C'est aussi des cours d'1 heure, sauf que les adultes, ils en ont jusqu'à 3 à la suite, s'ils veulent faire tous les cours. 3 cours à la suite? Ouais, en règle générale, à part le lundi ou le vendredi où j'ai des cours un peu plus tôt, mais je commence à 18h30, puis le dernier cours il est à 20h30. Puis s'ils veulent les enchaîner, ils les enchaînent. Ok. Là, dans le club, il y a la boxe thaï, donc. Il y a d'autres... il y a le cross-training. Ouais, et la boxe anglaise. Et la boxe anglaise. Et dans l'avenir, il y aura d'autres choses ou pour l'instant, on en reste là? Alors, vu qu'avant, j'avais d'autres disciplines et puis que j'ai dû un petit peu réorganiser le club, pour l'instant, je reste à les disciplines que moi je donne. Et où je peux avoir vraiment... Ton centre particulier, c'est la boxe thaï, et puis autour... il y a des choses satellites qui se mettront en place ou pas, qui changeront. Mon premier amour, c'est la boxe thaï, donc c'est vraiment, il y a 1 à 2 cours par jour. Et après, la boxe anglaise, c'est aussi rajouté, parce que même si c'est pas le même sport, mais c'est important aussi de travailler spécifiquement. Voilà. Si, tu l'as bien dit. Et puis aussi, il y a aussi des gens qui aiment beaucoup la boxe anglaise. Donc, mais les deux se regroupent. Moi, j'ai l'impression que les deux se regroupent, sauf dans le rythme. Non, alors. Est-ce que la boxe thaï serait pas plus rapide? Non, alors. En fait,
le K1, donc sans la boxe pied-point, sans les saisies hautes, c'est un rythme très rapide parce que tout le monde ne vient pas saisir. La boxe taille, surtout à l'époque, c'était en 5 rounds. Maintenant, ça a diminué un peu en 3, ça c'est assez occidentalisé. Mais vu qu'il y a les saisies et tout, c'est un rythme un peu plus tranquille. Okay. Après, ça monte au fur et à mesure, c'est clair, mais la boxe anglaise, c'est un rythme. À la limite, ça serait la boxe anglaise qui serait plus rapide. Ouais, je trouve que c'est un rythme. Et puis c'est très technique, vu qu'il n'y a pas beaucoup de coups. Il faut vraiment être bon là-dedans. Mais ouais, c'est. Là, les camps en Thaïlande, t'aimerais organiser ça tous les ans ou Alors là, on a relancé, justement, vu que l'année passée, ça s'est super bien passé. On a relancé les inscriptions cette année. Maintenant, il faut qu'on ait un minimum d'inscrits pour que ça vaille la peine de partir et puis qu'on puisse essayer de négocier un peu les prix, parce que c'est vrai que les prix des billets augmentent. Et ça, malheureusement, on ne peut pas trop négocier. Donc, si on est 5, ça ne vaut pas la peine. J'espère que si moi je peux partir toutes les années en Thaïlande, je suis heureux. Hein. Ah, ça peut être pas mal. Par contre, limite d'âge 18 ans. Ouais. Okay. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même. On part quand même à l'autre bout du monde pour boxer. Il y a les transports, dans le sens. Souvent les gens louent des scooters ou autres. Donc, nous, c'est vraiment par. Ne pas prendre le risque de prendre des mineurs. Pas avoir des mineurs sous la responsabilité dans un pays. Déjà qu'avec les majeurs, on n'est pas toujours sûr, mais au moins, voilà, on met bien les choses au clair avant de partir. On fait le speech et puis voilà, ils savent que c'est pas des vacances, c'est un camp d'entraînement, c'est chouette, c'est en Thaïlande, il fait beau, il y a la plage, mais c'est 4 heures par jour. C'est matin ou après-midi? Les deux. Là, dans chaque club a un peu ses horaires des fois, mais là, c'est 8h, 10h et 16, 18. Ok. Donc ça va, ça laisse quand même un peu de temps l'après-midi pour faire des activités, le soir pour aller manger tranquillement, sortir un peu. Ça crée un rythme en fait. Ils y vont pas pour forcément visiter, ils y vont pour découvrir la culture et s'entraîner. Ah, clairement. Puis moi qui connais un peu ce rythme, j'avais l'habitude, je vais m'entraîner. Après l'entraînement, je prends mes affaires, je vais manger, puis je pars, je vais tourner, je vais visiter. Certains ont eu un peu ce choc de. Le premier jour, c'est une chose, mais après, en fait, on a l'entraînement, puis après, on a l'entraînement, puis après, c'est Du coup, il y en a beaucoup qui ont fait aussi un peu hôtel, piscine, dormir. Oui, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de s'entraîner le matin, d'avoir un énorme laps de temps et ensuite de revenir. Ouais, non, c'est vraiment un rythme bien spécifique. Eux, ils s'entraînent comme ça, de toute façon. Eux, c'est leur façon de faire. Ouais, les pros, il y a beaucoup d'Européens, d'Occidentaux qui vont en Thaïlande pour ça, parce que c'est quand même réputé, et puis il y a plein de clubs. Donc eux, ils font la même chose le matin, l'après-midi, puis ils ont aussi des sessions spécifiques pour les combattants. Mais en soi, puis la course obligatoire pour eux aussi, les gens comme nous. Moi, je leur ai imposé une petite course le matin pour qu'ils comprennent quand même, mais je leur ai pas fait les 10 km matin, 10 km après-midi. Sinon, ça aurait été compliqué. Après, tes élèves, ils auraient pu se mélanger aux autres Thaïlandais. C'est vraiment, en fait, dans ce club, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas, on est tous ensemble. Donc, en gros, tous les entraînements se passent un peu de la même façon. On commence 20 minutes de corde à sauter, ensuite une quinzaine de minutes de stretching, 15-20 minutes de stretching, ensuite du shadow dans de la boxe dans le vide, et après c'est séparé en 3 zones. On va dire des personnes au sac, ils font des rounds au sac, 3 rounds de 3 minutes au sac, ensuite du sparring, obligatoire pour tout le monde, mais vu que c'est super léger, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup d'élèves qui sont venus qui n'avaient jamais vraiment fait de sparring, qui est un petit peu. Puis au final, alors le premier, c'est clair qu'ils n'étaient pas très chauds. Au final, ça s'est très bien passé. Et ils ont boxé contre des pros, je crois, numéro 1 aux États-Unis, à la WBC. Elle boxe dans le plus gros stadium de Thaïlande. Puis elle travaille tranquille avec les autres, d'autres très bons boxeurs. Et puis, eux, ils s'adaptent aux autres. Et puis après, du PAO, donc voilà, 3 rounds. Et puis c'est un peu. Ils se mettent dans le mood. Voilà, on est intégré. Et puis, ils sont revenus vachement plus motivés. Ouais, alors. Plus investis peut-être ou alors certains, alors après il y a eu la période de vacances d'été, donc là c'est vite parti aussi. Mais au retour, ils se disent ah non mais c'est trop facile, il faut aller bel chauffage. Vas-y, mais 5 minutes de corde c'est pas assez, il faut qu'on fasse plus et tout. Donc non, ils étaient contents. Un petit camp tous les ans pour rebooster un peu tout le monde, ça peut être pas mal. Oui, clairement. Il y a des projets futurs par rapport au club?
Alors, moi, alors, les camps en Thaïlande, ça c'est un truc que j'aimerais bien continuer si c'est Donc possible. inscrivez-vous. Oui. Et mais par contre, c'est que pour les membres du club. Parce que inscrivez-vous au club et voilà. ensuite. J'aime bien avoir un suivi de justement pas amener. De savoir qui tu amènes, quoi. C'est ça. Il faut que les gens quand même puissent tenir un minimum le rythme. Et pour le club, j'aimerais bien organiser des combats. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des combats au casino de Montreux. Et ça, c'est plus vraiment fait. Donc, commencer à organiser des jolis galas en Suisse romande, c'est quelque chose qui joli projet. J'attends un peu que mes combattants aient un petit peu plus de bouteilles pour pouvoir les mettre dedans. Mais, pour qu'ils gagnent, en fait. C'est pas forcément pour qu'ils gagnent. C'est pour l'instant, ils sont tous en amateur. Et le but de faire un gala, c'est quand même faire le show. Donc, pas forcément qu'ils aient besoin d'avoir un casque, des protèges tibia ou autre. Faire un bel événement. Donc, puis oui, puis ça serait, le but c'est, là, tous les combats, c'est la plupart du temps en Suisse allemande. Donc, même si c'est pas le bout du monde, mais c'est vrai que ça demande du temps, puis les gens ne se déplacent pas forcément, Comment ça proches. se fait que ça soit en Suisse allemande? Est-ce qu'il y a une raison? En Suisse, la Suisse romande, on est en retard par rapport à la Suisse allemande. Et puis c'est vrai que la plupart des fédérations sont des fédérations qui ont la base en Suisse allemande. Donc, il y a du boulot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi j'aimerais bien faire quelque chose ici. Et puis comme ça permettrait aussi boxeurs de chez nous d'avoir plus leurs proches qui viennent voir. Et puis je trouve que c'est important de pouvoir boxer devant ses amis, sa famille. Ouais, et puis Montreux, c'est quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montreux. Donc Montreux commence à être connu pour plein d'événements. Surtout que c'est une ville sportive. Donc voilà, ça c'est un peu les projets futurs. Là, je commence à gentiment m'implanter à Montreux. Après, ce sera peut-être aller voir les autorités pour essayer de discuter de projets. Mais oui, ça c'est vraiment, je pense, un des plus gros projets que j'ai envie de faire. Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer par rapport soit au club, soit par rapport à la boxe thaï? Dans quel sens? Quoi? Rien que par rapport aux parents, le fait que ça peut être intéressant d'amener les enfants, ou les gens ont souvent peur des sports de combat, comme tu l'as dit, c'est pas si violent que ça. Non, alors, que les gens sautent le pas. Si ils vous peuvent avez venir envie, tester. Voilà. Nous, on a toujours des cours d'essai offerts, donc les gens viennent, ils essayent, si ça leur plaît, on discute, et puis si ça leur plaît pas, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais vraiment, pas avoir peur, oui, c'est un art martial, c'est un sport de combat, mais on vient pas pour se taper. Alors après, voilà, tout dépend, il y a des clubs où c'est d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est pas ce que je veux amener, c'est vraiment le respect, la discipline, l'amour du sport. Et puis après, chacun a ses objectifs. Les gens veulent juste se faire plaisir. Si on vient tester, tu vas pas nous faire un sparring. Ah non. Même ceux qui sont inscrits, il y en a qui sont plein de bonne volonté, mais ils n'ont pas encore les bases techniques. Et moi, le but, c'est pas qu'ils finissent avec la tête comme ça, qu'ils soient dégoûtés ou autre. Voilà, chaque chose s'apprend au fur et à mesure. S'ils ont envie de faire des petits combats d'entraînement, il faut être un minimum discipliné, s'entraîner une fois toutes les 2 semaines. Et puis c'est ça. Les combats, quand ils atteignent un certain niveau, ils peuvent commencer à quel âge chez toi, par exemple? Moi, je commencerai à partir de 14. En dessous, on peut, même plus jeune, il y a du light contact, ce genre de choses. Après, je préfère les entraîner vraiment bien, et puis après qu'ils découvrent vraiment ce que c'est. Après, c'est toujours pour les plus jeunes, il y a plastron, ce genre de choses qui sont quand même aussi beaucoup plus protégés. Mais c'est vrai que faire du light, c'est pas forcément ce qui me plairait moi. Puis vu que je suis tout seul à m'occuper des combattants, puis que je travaille à côté, donc j'ai pas aussi forcément le temps de me déplacer pour tout. Donc le but c'est un peu de les regrouper. Et là j'ai de la chance, il y a une organisation où ils font de la boxe anglaise, de la boxe thaï et du K1. Donc comme ça je peux prendre tous mes combattants, puis vu que c'est des amateurs, ça fait déjà une bonne expérience. Oui, et puis ça leur permet justement d'acquérir une certaine discipline pour dire à 14 ans, si tu es assez discipliné, tu pourras... Oui, parce que là, sur la totalité des jeunes que j'ai avant 14 ans, il y en a peut-être un qui vraiment est motivé. Sinon, les autres, je pense qu'ils auraient tous envie d'être boxeurs, mais voilà, ils viennent une fois de temps en temps, et puis après, pareil. Après, ça viendra peut-être. Oui, c'est pour ça, chacun ses objectifs. Je pense surtout que c'est beaucoup les parents qui poussent
leurs enfants, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects sécuritaires qui rentrent en compte. Ils ont peur que leurs enfants se fassent agresser, donc ils veulent beaucoup qu'ils apprennent à se défendre. Alors moi, je leur explique bien que ce n'est pas de la self-défense, je ne les apprends pas à se battre, qu'ils savent que j'ai une charte lors de l'inscription qui est quand même assez costaud. Voilà, je mets bien qu'il y a le respect, que je ne veux pas qu'ils aient se battre. Tout le monde a le droit de se défendre, mais ils savent que si j'entends qu'ils vont se battre, qu'ils vont taper sur des gens, bah, je les fous loin, et puis c'est fini. Parce que c'est pas... Ouais, ce que tu veux dégager, c'est aussi de dire on apprend à Voilà. combattre, mais c'est pas du combat gratuit Non, à c'est l'extérieur ça. pour aller Exactement. taper son. Si les gens veulent se battre, et je peux comprendre, moi j'étais le premier à vouloir faire ça, bah, on s'entraîne dur, puis on va se battre avec quelqu'un qui sait se battre, qui sait se défendre, avec des règles. On vient dans la salle Voilà. Et puis on s'entraîne dur. Et puis après, bah, advienne que pourra. Ils seront combattants ou pas. Ouais, au fur et à mesure. Après, c'est vraiment cette notion, toujours la même chose, hein, de partage, et puis comme tu disais, coordination, respect, gestion dans l'espace, savoir quand même combattre, mais de façon intelligente. Oui, donc c'est sûr. Ça reste des vraies valeurs, quoi. Oui, clairement. Puis bah, c'est important aujourd'hui qu'il y ait encore ces valeurs. Je trouve que bah, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, il y a plein de bonnes choses à apprendre là-dedans. Moi, ça m'a fait énormément évoluer dans ma vie privée, le fait de faire des arts martiaux. Et puis, comment t'es venu aux arts martiaux? Le hasard ou bah, j'ai essayé plein de choses. Étant petit, bah, alors là, vu que tes parents voulaient pas. Ils ont essayé une fois de me mettre au karaté. Puis j'ai fait un entraînement, j'ai fait une compétition. C'est pas ça que je veux faire. Enfin, sans manquer de respect à la discipline. Mais moi, ça me convenait pas. Je voulais faire vraiment à l'époque, je connaissais pas la boxe thaï, mais de la boxe anglaise. Puis c'était quand même, voilà, c'est un sport violent. C'était en plein dans l'ère Mike Tyson. Donc c'est pas forcément la meilleure source d'inspiration pour les parents. Donc j'ai essayé d'escrime, enfin, vraiment tout. Et puis il n'y a rien qui. J'ai fait du foot, parce qu'à défaut de trouver quelque chose qui me plaisait, je me battais plus sur que je faisais du foot. C'était pas terrible. Comme quoi, quand on est un garçon ou une fille d'ailleurs un petit peu bagarreuse, je pense que ça reste intéressant de les mettre au sport de combat pour canaliser cette énergie et puis chez les ados cette agressivité qui je pense, naturelle et parfois peut être un peu saine. Oui, je pense que ça fait du bien de se libérer, de frapper, puis même que ce soit pour les enfants, pour les adultes, mais à la fin d'une mauvaise journée, on vient, on se libère, on tape, on se défoule, et puis on peut enfin... évacuer l'énergie autrement que sur l'entourage. C'est ça, exactement, ou dans de mauvaises addictions. Donc non, le sport c'est une bonne addiction. Alors ça fait aussi mal partout et c'est fatigant, mais ouais, ça apporte plein de bonnes choses. La douleur au sport. Oui, mais les gens qui aiment vraiment ça, bah, c'est bien, ouais. Franchement... j'ai mal, je me suis bien entraînée hier. C'est ça, exact. Mais non, je pense que voilà, il en faut pour toutes et tous, mais je pense que les gens reviennent un petit peu au sport. Puis je pense que c'est aussi beaucoup mis en avant avec la société. Il faut faire du sport, c'est bien pour le corps. J'ai l'impression que ces 5-10 dernières années, disons qu'on est devenu tellement sédentaire qu'on a compris aussi que si on veut être en santé, il faut bouger, quoi. Oui, alors le sport, voilà. Sport de compétition, enfin, c'est pas la meilleure des choses pour être en bonne forme. Donc, clairement, moi je pense que ça m'a pas trop réussi parce que j'ai pas appliqué les choses correctement, mais faire du sport régulièrement bien. Puis après, je pense que dans un club, on peut aussi faire de la compétition et devenir un vrai combattant sans être dans les extrêmes non plus. On peut aussi le faire avec plaisir et je pense que ça sans chercher des podiums ou Ah, clairement. Ah oui, moi, j'ai des élèves qui veulent faire juste un combat une fois. J'en ai un qui il voulait combattre, il a fait son combat, ça s'est bien passé, il a gagné. Puis il dit pour l'instant, j'ai pas envie de refaire, j'ai mon apprentissage. Voilà, c'est très bien. Il fera, plutôt que forcer les gens à le faire. Ceux qui veulent, il y a un combat par mois, donc ça demande un rythme assez soutenu. Puis les autres, s'ils veulent faire une fois un dans leur vie, c'est bien, je pense. Moi, au début, j'encourageais énormément parce que je trouve que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Enfin, c'est l'aboutissement pour certains sportifs. C'est une expérience assez unique de monter dans un ring, une cage ou autre, et puis faire un combat. Enfin,
assez... Mais t'organises un petit peu des fois justement ce genre de choses entre tes élèves? Ou pour l'instant ils sont encore trop novices? D'entraînement, ça en fait. Alors après, je ne veux pas faire des vrais combats entre mes élèves, parce que ce serait un petit peu... ce serait pas très cool de vouloir qu'ils se mettent KO entre eux. Ça serait un peu contre-productif. Mais des sparring, ça, enfin, tous les vendredis, on fait des petits sparring. Okay. Et après, pour les plus avancés, je fais plusieurs fois par semaine. Mais ça reste pas de la très haute intensité. Parce que le but, c'est pas de se taper dessus tous les jours. Oui, mais ils découvrent quand même cette sensation. Oui, alors clairement. Non, le but, c'est comme pour tous les sports ou le foot, c'est faire l'entraînement, c'est une chose. Faire le match, c'est bien. Ouais. Là, c'est des petits matchs, voilà, de la mise en pratique. Ouais. Donc ça reste bon enfant. Moi, je leur force toujours de ne pas mettre plus de 60 à 70% de la force, vitesse ou autre. Ils peuvent y aller, mais le but, c'est de progresser étape par étape. Ça aussi, je pense que c'est dur de gérer sa force. Clairement. C'est un apprentissage. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Le plus difficile, c'est souvent quand je mets un avancé avec un débutant, j'ai plutôt peur pour l'avancé. Parce que le débutant, il ne va pas savoir gérer, il va mettre des coups un peu bizarres et puis il risque de blesser l'autre. Donc après, voilà, il faut juste prendre le temps, être patient et puis expliquer. Mais ça permet de découvrir un petit peu la force qu'on peut avoir oui. Et puis réussir à la gérer, à la canaliser, c'est pas mal. Ouais. C'est pour ça que moi, je n'autorise pas tout de suite à faire des sparring, à part ceux qui ont déjà de l'expérience, qui viennent d'autres clubs ou autres, ça c'est une chose. Mais les gens qui commencent, voilà, il n'y a pas de temps minimum ou autre, mais il faut un minimum d'acquis et de gestion de ses émotions, parce que on va se prendre des coups. C'est pas impossible de ne pas en prendre, mais franchement, il faut vraiment déjà être bon. Donc voilà, si je me ramasse un coup, je dois être avoir assez de self-control, de lucidité pour pas vriller et puis faire n'importe quoi. Et moi, c'est pour ça, à chaque fois, chaque premier sparring doit être fait avec moi. Comme ça, je gère, je monte un petit peu légèrement, puis je touche juste une ou deux fois, sans rentrer trop fort, mais juste pour voir comment la personne réagit. Le comportement. Si la personne elle vrille et puis elle est concentrée, je dis c'est un peu trop tôt, on va travailler un peu. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Le fait de recevoir un coup, c'est vrai que tu peux, un système d'autodéfense, t'énerver et puis y aller à fond, puis être dans le sport en fait. C'est ça. Être dans l'agression. C'est ça. Ouais. Okay. Et pour moi, ça n'a aucun sens d'être là-dedans, parce qu'on n'est pas dans la rue, on ne combat pas pour notre vie, donc ça doit rester sportif. Et puis même si les gens veulent faire de la compétition, quelqu'un qui ne gère plus ses émotions, rien, il ne va pas gérer un combat. Donc c'est important, en savant même la technique de gérer. Et puis, gérer les émotions, quoi. Ouais, non, c'est complexe. Ça dégage quand même passablement de valeur. Ah, clairement, c'est pour ça. Les gens voient, on se tape dessus, mais derrière, il y a plein de choses, plein de belles valeurs pour arriver à se taper dessus. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne suite. Merci. On va rester connectés parce qu'il va se passer plein de choses. Oui. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles pour nous encourager à évoluer et à progresser, ainsi qu'un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.